Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection internationale. Dirigée par Denis Rolland, Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marie-Hélène Touzalin. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Dernière parution. Boris Kossoy, L'éphémère et l'éternel dans l'image photographique, 2022. Catherine Durandin, Cécile Folschweiller, Irina Geridan Dir, 1918. Nation et révolution. Roumanie, Bessarabie, Transylvanie, 2022. Philippe Marchezin, Développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales, 2021. Gildas Lemarchand, Désarmement, démobilisation et réintégration au cœur des conflits armés sahéliens, 2021. Céline Loué, La France et les relations diplomatiques européennes dans la presse espagnole, 1820-1833, 2021. Laure-Hélène Swinnon, Le reggae et les femmes. Désaccords en nombre et en genre, 2021. Héloïse Hervé du Pénoat, L'Union européenne au défi du gazoduc Nord Stream 2, 2021. Annem Onssus, La salsa cubaine en Europe et en Amérique. Comment danse-t-on à lo cubano, 2021. Sergio Molina Garcia, Une clé pour l'Europe, Le débat agricole franco-espagnol et l'adhésion de l'Espagne à la CEE, 1975 à 1982, 2021. Axel Jama, Naissance et fonctionnement de la police au Somaliland. Ethnographie d'un commissariat de police urbain, 2021. Syriac ESSEBA, Dir, Dynamique des relations internationales contemporaines. Mélanges offerts au professeur Jean Koufan Mankene, 2021. Charlotte Meyer, La protection internationale des journalistes en mission professionnelle périlleuse. Enquête sur un défi impossible, 2021. Véronique Bénéi, Maria Emilia Tijoux Dir, Racisme corps attente. Figure de la migration en contexte contemporain, 2021. Jérémy Deneulle, Géopolitique de Cuba. Ouverture, représentation et sécurité alimentaire de l'île, 2021. Du même auteur. Hervé Baudu, Traité de manœuvre, Marines Editions 2012, 3e édition, Grand Prix 2012 de l'Académie de Marine. Hervé Baudu, Chiffre en ligne, Docmar Maritime Publishers BV 2014, 2e édition. Hervé Baudu, Colreg et sécurité du trafic maritime, Marines Editions, 2015. PREFACE. Le réchauffement climatique en Arctique est 3 fois supérieur au reste de la planète. Le dernier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, démontre de façon irréfutable que ce dernier est responsable de la réduction de l'extension de la banquise à la fois en superficie mais également en épaisseur. La mer libre laissée par la fonte de la banquise permet d'envisager un trafic maritime de plus en plus important à travers l'Arctique sur une période estivale plus large. Si d'aucuns y voient une opportunité de nouvelles routes maritimes plus courtes, qui pourraient se substituer aux routes historiques via le canal de Panama ou le canal de Suez, Hervé Baudu démontre qu'il faut raison garder quant à l'optimisme affiché sur les réelles économies réalisées. Dans un ouvrage précis et fort bien documenté, l'auteur donne toute la dimension de l'enjeu des routes maritimes arctiques pour les décennies à venir mais apporte également des éléments de réflexion de ce que pourrait devenir un espace arctique surexploité, y compris au regard d'une crise internationale sans précédent née de l'invasion russe en Ukraine au début de l'année 2022. Sur le GPS du Grand Nord, les aiguilles s'affolent. La route à travers l'archipel nord-canadien reste difficile. La route transarctique directe via le pôle Nord n'est encore accessible qu'avec de puissants brise-glaces. Seule la route qui longe les côtes russes présente le plus d'intérêt. C'est d'abord toute l'économie liée à l'exportation par voie maritime des hydrocarbures extraits des gisements en Sibérie, qui génère un trafic sans précédent de la route maritime du Nord. Les infrastructures et les moyens développés par la Russie,
avec notamment la construction d'une nouvelle flotte de brise-glace à propulsion nucléaire, sont censés bénéficier à moyen terme à un trafic de vrac entre l'Asie et l'Europe ou les États-Unis. Le développement des routes maritimes arctiques n'en reste pas moins dépendant d'un espace maritime arctique réglementé, où les États côtiers ont des intérêts parfois divergents, voire contraires. Hervé Baudu s'attache ainsi à démontrer combien la rentabilité de ces routes maritimes arctiques dépend largement du contexte économique, géostratégique, politique des pays souverains de cet espace, mais également de l'intérêt porté à cette région par les pays subarctiques. Ces routes arctiques n'en restent pas moins avant toute chose politiques, comme le sont du côté chinois celles des routes de la soie. Il est fort à parier qu'après le funeste choix du président russe d'attaquer l'Ukraine en ce début d'année 2022, la méfiance qu'inspiraient déjà ces voies de navigation pour les dégâts environnementaux qu'elles pouvaient présenter ne se transforme, pour une bonne part de la communauté internationale, en un durable boycott. Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes. INDRODUCTION. Depuis les grandes découvertes, l'Arctique a toujours fasciné, persuadé qu'il représentait le plus court passage maritime pour atteindre les richesses du continent asiatique. Depuis que les premiers explorateurs ont ouvert les routes maritimes au milieu du XIXe siècle, l'Arctique est très longtemps resté une région périphérique pour les pays occidentaux, dernière contrée vierge recouverte de glace, déconnectée de la civilisation. Avec l'Antarctique, l'Arctique demeurait le dernier territoire à conquérir où seuls des explorateurs et des scientifiques s'aventuraient. Il faudra attendre le conflit de la Seconde Guerre mondiale pour voir se dessiner un potentiel maritime de l'Arctique, avec les convois de ravitaillement en provenance de l'Occident et à destination des ports russes de la mer de Barents. L'intérêt stratégique de l'espace boréal se renforce à l'aube de la guerre froide tant au-dessus qu'au-dessous de la surface de l'océan Arctique, où les deux grandes puissances mondiales vont s'observer et se défier. À la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, l'attention portée à l'Arctique s'est déplacée vers des questions économiques avec l'exploitation croissante des hydrocarbures russes, vers des enjeux sécuritaires avec l'émergence des intérêts chinois et vers des problématiques environnementales, l'Arctique devenant la sentinelle du dérèglement climatique. Le réchauffement climatique, qui est 3 fois plus élevé au pôle Nord que sur le reste de la planète, laisse entrevoir dans les décennies à venir une navigation estivale entre avril et novembre en Arctique presque exempt de glace, notamment le long des côtes russes. Si le gain de temps de navigation annoncé, de l'ordre de 30 à 40% sur une route entre l'Asie du Nord et l'Europe du Nord, est fort médiatisé, l'optimisme de ce qui apparaît techniquement comme le nouveau Panama blanc doit être modéré par le marin qui est amené à emprunter cette route. Les points abordés dans les différents chapitres tendront à démontrer que l'Arctique est un espace fermé, réglementé et au sein duquel des enjeux économiques, politiques et militaires sont réels et légitimes, mais qu'il faut bien se garder de les manipuler pour faire de l'Arctique un Eldorado ou un prochain Moyen-Orient. L'Arctique demeure un espace fragile en proie au réchauffement climatique autour duquel se focalisent les plus grandes puissances économiques mondiales. Nous commencerons par définir cet espace arctique, à voir pourquoi les routes maritimes qui se dessinent ont pour l'instant un intérêt limité pour le transit international. Nous serons amenés à décrire le potentiel considérable des ressources d'hydrocarbures russes qui justifie à lui seul le volume croissant d'un transit maritime, de destination, russe en grande majorité. Nous détaillerons les investissements considérables que les Russes réalisent pour faire émerger ce concept de corridor maritime arctique, dont ils en revendiquent le contrôle. Et enfin nous démontrerons que les réglementations qui s'appliquent dans cet espace peuvent amener des tensions entre les États souverains eux-mêmes mais également avec des pays subarctiques. C'est de l'évolution de ce climat géopolitique que dépendra l'essor économique de l'espace arctique et de ses routes maritimes. Chapitre 1 – L'environnement. 1. L'espace polaire arctique. Les pôles arctiques et antarctiques fonctionnent comme deux miroirs qui se réfléchissent. Le pôle Nord est un océan entouré de continents, alors que le pôle Sud est un continent entouré d'océans. Le pôle Nord est un espace de ressources d'énergie fossile convoité, alors que le pôle Sud est un espace de sciences protégé de toute exploitation. Le pôle Nord est un espace margé et fréquenté par les plus grandes puissances militaires,
le pôle Sud est une des dernières zones démilitarisées du globe. Si les contentieux entre États riverains sur le pôle Nord sont exclusivement d'ordre maritime, ils sont d'ordre territoriaux au pôle Sud. Ce sont les conventions maritimes des Nations Unies qui légifèrent sur le pôle boréal, alors que c'est un traité terrestre, traité sur l'Antarctique, qui organise celui de ce continent. 4 millions d'hommes peuplent les pays de la calotte boréale, alors que seulement 5000 chercheurs hivernent à la périphérie du continent austral. De nouvelles routes maritimes traversent l'océan Arctique, alors qu'au sud, à l'exception de la péninsule, elles contournent largement le continent antarctique. Un phénomène est pourtant commun à ces deux régions extrêmes. Elles sont toutes les deux la proie du réchauffement climatique. Les eaux polaires arctiques sont de plus en plus accessibles au trafic maritime et aux ressources d'hydrocarbures jugées considérables, et ce sur de plus en plus longues périodes estivales. Plusieurs définitions peuvent être données à l'espace arctique dont les frontières sont variables suivant l'étude que l'on veut y faire. Les pays qui bordent l'océan Arctique lui confèrent sa dimension géographique. L'extension maximale de la banquise en hiver définit les limites de navigabilité des navires à l'intérieur de laquelle la réglementation internationale maritime s'applique, notamment celle du code polaire. Sa dimension géopolitique est donnée par le cercle polaire de 66°33 de latitude qui marque la limite de la nuit polaire, où pendant 4 mois de l'année le soleil ne se lève pas et qui traverse les 8 pays qui composent le Conseil de l'Arctique. Enfin, les zones économiques exclusives maritimes du droit maritime international avec son sous-sol sous-jacent délimitent les droits souverains de cet espace arctique. L'océan Arctique couvre une superficie de 14 millions de km², soit environ 5,4 fois celle de la Méditerranée. La superficie située au nord du cercle polaire est à peu près de la même taille que le continent africain, soit environ 6% de la superficie de la Terre. Sur les 4 millions d'habitants qui vivent au nord du cercle polaire, environ 10% sont des peuples arctiques. La plus grande ville au nord du cercle polaire est Mourmansk avec 300 000 habitants. 2. Les effets du réchauffement climatique. 1. La cryosphère, écosystème fragile. Les océans couvrent 72% de la surface de la Terre et contiennent environ 97% de l'eau libre de la Terre. Environ 10% de la superficie terrestre est recouverte de glaciers, de zones gelées et de calottes glaciaires, ce qui forme la cryosphère. Le pergélisol, permafrost en anglais, arctique et boréal renfermerait le double de la quantité de CO2 de l'atmosphère s'il venait à se libérer totalement sous l'effet du réchauffement climatique. Auquel se rajouterait la libération du méthane, gaz à effet de serre 80 fois plus puissant sur 20 ans que le gaz carbonique. L'étendue de la glace de mer Arctique en septembre 2020 est tombée au deuxième minimum annuel le plus bas jamais enregistré. Elle a atteint un plancher de 3,74 millions de kilomètres carrés le 15 septembre 2020. Ce n'était que la deuxième fois dans les relevés satellitaires que le minimum était inférieur à 4 millions de km². Le record de minimum de glace de mer a été mesuré en 2012, année exceptionnelle, lorsque l'étendue des glaces à la mi-septembre avait atteint seulement 3,39 millions de km². L'étendue de la banquise en Arctique à mi-septembre diminue de 12,8% par décennie depuis 1979. Seulement 4% de la superficie de la calotte glaciaire est formée par de la glace pluriannuelle contre 61% il y a 30 ans. Les 15 minima les plus bas pour l'étendue de la glace de mer se sont produits au cours des 15 dernières années, selon les informations du NSIDC. Cette fonte exceptionnelle est très certainement due en partie aux températures extrêmement chaudes de l'été 2020 en Sibérie, avec des feux de forêt d'une intensité jamais observée. Ces derniers entretiennent des feux zombies qui couvent pendant tout l'hiver sous la glace et la neige d'hiver, alimentés par la tourbe riche en carbone sous la surface. On prête également au réchauffement climatique une influence sur l'ondulation plus marquée du front du courant d'altitude G-stream polaire qui se traduirait par des poches de température plus élevées. Le littoral s'érode sous l'effet de la fonte du sol gelé en surface, pergélisol, qui ne le reste plus suffisamment l'été et libère de grandes quantités de méthane. Cette instabilité du sol menace bon nombre d'infrastructures routières et ferroviaires. En mai et juin, des températures de l'air extrêmement élevées,
jusqu'à 6 degrés Celsius au-dessus de la moyenne, ont entraîné des répercussions sur la température de la mer qui ont eu pour conséquence d'accélérer la fonte des glaces de mer. Ces températures de la mer persistantes au-dessus de la moyenne peuvent également entraver la formation de glaces de mer et ainsi retarder la recongélation de l'océan Arctique en automne. La fonte des calottes glaciaires et des glaciers sur la période 2006 à 2015 est la principale source d'élévation du niveau de la mer. 1,8 mm an, dépassant depuis 2020 l'effet de la dilatation thermique de l'eau de mer, 1,4 mm an. La cause dominante de l'élévation moyenne du niveau de la mer depuis 1970 est le forçage anthropique. L'élévation du niveau de la mer s'est accélérée en raison de l'augmentation combinée de la perte de glace des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. La perte de masse de la calotte glaciaire antarctique au cours de la période 2007 à 2016 a triplé par rapport à 1997 à 2006. Pour le Groenland, la perte de masse a doublé au cours de la même période. Les conséquences pour la biodiversité marine sont critiques. Le taux de déplacement vers les pôles des différentes espèces marines depuis les années 1950 sont d'une trentaine de kilomètres par décennie pour les espèces épipélagiques, entre la surface et jusqu'à 200 mètres. L'aigle fin et le cabillaud, morue, se pêchent de plus en plus nord en mer de Barents, ces espèces devenant menacées. Même constat en mer de Bering où certaines espèces du Pacifique Nord passent le détroit éponyme pour venir frayer en mer des Tchouktches dans l'est de l'océan Arctique. Suivant les différents scénarios du réchauffement climatique, l'élévation du niveau moyen mondial de la mer devrait être entre 40 cm et 1 mètre en 2100. 2. Conséquences sur les routes maritimes arctiques. Le réchauffement climatique a pour conséquence à ce jour une réduction exponentielle de la superficie de la banquise, notamment en période estivale mais également hivernale. 70% de sa superficie, mesurée depuis 1979 par les premiers satellites, serait perdue à la fin du siècle. Ce recul estival s'accompagne d'une banquise annuelle moins épaisse, avec des glaces pluriannuelles de plus en plus concentrées et réduites au nord du Groenland. Par l'effet d'albédo moins important en raison de la réduction de surface de la banquise, la température de l'eau de mer augmente en contrepartie par une plus grande absorption du rayonnement solaire. Cet effet contribue à modifier les équilibres d'interaction océan-atmosphère, qui commencent à faire apparaître des modifications sensibles de phénomènes météorologiques globaux. Cette boucle rétroactive auto-alimente ces effets qui se traduisent, entre autres, par des tempêtes plus intenses et persistantes, polar low, observées plus fréquemment dans l'océan Arctique au cours des 2 dernières décennies. La réduction de la superficie de la banquise favorise les zones libres de glace, polynies, sur lesquelles le vent peut souffler plus longuement, fetch, créant une houle plus grosse qui, par effet mécanique, brise plus facilement la banquise. Les effets dynamiques des tempêtes augmentent aussi la vitesse de dérive de la banquise et génèrent des vagues océaniques qui modulent l'exportation de la glace de mer en provenance de l'océan Arctique. Ces changements induits par les tempêtes peuvent influer sur la répartition de la glace de mer. La modification des centres dépressionnaires favorise donc une intensification de la dérive transpolaire et l'exportation de glace de mer par le détroit de Fram, mer de Norvège. Figure 1, Route maritime arctique, copyright Hervé Baudu 2022. La présence de courants océaniques importants en océan Arctique donne naissance à une dérive de la banquise, en particulier en été lors de la débâcle, avec notamment le gire anticyclonique de Beaufort qui induit une dérive globale puissante du pack du centre de l'océan Arctique vers les côtes occidentales du Canada et celles de l'Alaska. Cette courantologie générale favorise la libération des glaces le long des côtes russes et concentre son accumulation sur la partie nord-ouest de l'archipel canadien, particulièrement sur la route la plus directe par le canal de McClure qui reste inaccessible pendant l'été. La rotation cyclonique des courants des mers bordières de l'océan Arctique au nord de la Russie et la configuration plus linéaire des côtes russes que celle très découpée de l'archipel canadien favorisent les routes maritimes dites du nord-est le long des côtes russes plutôt que celles à travers les îles canadiennes qui imposent de suivre des routes très sinueuses. Ce sont les raisons pour lesquelles on parle de route du nord-est et du passage du nord-ouest, figure 1. L'évolution accélérée de la fonte de la banquise pourrait permettre à des navires de classe glace moyenne de suivre la route orthodromique polaire dans moins de 2 décennies,
la route transpolaire. De nos jours, les navires qui empruntent la route du Nord-Est peuvent rencontrer de faibles quantités de glace au fort de la période estivale qui s'étend de juillet à début octobre. Ils sont encore contraints de transiter dans les eaux côtières russes et pourront sans doute naviguer hors des eaux économiques exclusives, ZEE, sous contrôle russe dans une vingtaine d'années. La période entre novembre et mars correspond à la période de pénombre hivernale au-delà du 66e degré de latitude sans rayonnement solaire, où la mer gèle pour former la banquise. Aucun modèle climatique n'envisage la fonte de la banquise en hiver, même si sa reconstruction hivernale n'est pas identique dans son étendue et dans son épaisseur. La variabilité depuis 1979 de la limite d'extension maximale de la banquise à la fin de l'hiver, aux alentours de mi-mars, est de seulement quelques pourcents. Cependant, le seuil critique d'épaisseur de la banquise annuelle atteint en hiver laisse envisager par les Russes une pratique de la route du Nord-Est toute l'année. Avec la banquise de moindre épaisseur en raison d'une période de refroidissement plus faible, la glace de mer devient plus fragile sous l'effet mécanique des vents et de la houle. La banquise se morcelle en plaques plus nombreuses, flows, favorisant sa dérive. Suivant l'action du vent et des courants, les plaques de glace parviennent plus facilement à embâcler notamment dans les détroits et bras de mer archipélagiques en formant un bouchon. Ces plaques de glace viennent également s'entrechoquer et se superposer entre elles formant des concentrations de glace de plusieurs mètres d'épaisseur, glace ou moquée, que même les brise-glaces les plus puissants ne peuvent casser. Ces phénomènes se rencontrent surtout le long des côtes, fast ice, rendant très difficile la progression des navires spécialisés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le réchauffement climatique amplifie les phénomènes de dérive des glaces qui à certains endroits et périodes de l'année rend plus difficile la progression d'un navire dans la banquise de première année. À la dérive des glaces s'ajoute la difficulté de les détecter pour les navires. De jour, ces morceaux de banquise sont visibles mais de nuit et par mauvaise visibilité, la détection au radar devient beaucoup plus aléatoire. Le principe de détection du radar est de favoriser la détection du franc-bord du flot, s'il est suffisamment épais au détriment de sa superficie. En termes de sécurité de la navigation, une réduction d'allure s'impose pour conserver les capacités à manœuvrer pour contourner ces morceaux de banquise dérivantes. Ces phénomènes liés à la dérive de la banquise s'observent surtout dans les canaux de l'archipel canadien et au large des îles de la Sibérie orientale qui peuvent, suivant les années, représenter un verrou qui nécessite l'assistance d'un brise-glace d'escorte. Cette dérive de la banquise est une des raisons pour laquelle une réduction de vitesse est indispensable et qui dans bien des cas contraint le navire à modifier sa route en fonction de la concentration de la glace. Les glaciers terrestres, principalement ceux de la calotte groenlandaise, génèrent des morceaux de glace, des icebergs, qui dérivent suivant le courant pour les plus gros et avec le vent pour les plus petits fragments appelés growlers. Si les icebergs sont facilement repérables à la vue ou au radar et qui peuvent donc facilement s'éviter, les growlers de faible taille sont beaucoup plus difficilement visibles, surtout quand il y a de la houle ou du clapot. Constitués de glace millénaire très dure, ils deviennent extrêmement dangereux en cas de choc avec la coque d'un navire. S'ils peuvent être nombreux dans la mer de Baffin ou aux approches du passage du Nord-Ouest, ils sont extrêmement rares le long de la route maritime du Nord-Est. Cependant, un bloc de banquise pluriannuel représente une menace identique en océan Arctique. 3. Les routes maritimes polaires arctiques. 1. Canaux et détroits. Le commerce maritime représente 90% du commerce mondial en volume transporté et 80% en valeur. 60% des approvisionnements en produits pétroliers transitent par voie maritime. Le transport des produits manufacturés, par conteneurs essentiellement, se concentre sur des axes est-ouest entre les trois blocs de production et de consommation que sont la Chine, l'Europe et les États-Unis. Ce type de trafic, dit juste à temps, est assuré par des navires porte-conteneurs dont les capacités d'emport n'ont cessé de croître depuis ces dernières décennies. Les plus gros d'entre eux, ULCS, peuvent transporter en un seul voyage jusqu'à 24 000 EVP, conteneurs équivalent 20 pieds. Mesurant 400 mètres de long, 60 mètres de large, pour un déplacement en charge de 200 000 tonnes et un tirant d'eau de 16 mètres, ces navires transitent entre chaque port à une vitesse moyenne de 15 nœuds. Ce sont la profondeur limitée des accès aux ports, chinois notamment,
et la portée de chargement des portiques du quai qui conditionne les dimensions limites de ces ULCS. Ces porte-conteneurs sont affectés à des lignes régulières avec des escales intermédiaires dont le temps d'escale se compte en heures. La durée du voyage doit être parfaitement respectée car les créneaux de passage dans les canaux et les ports sont réservés. L'autre type de transport est celui lié aux vracs liquides, les hydrocarbures ou solides, les minerais, les céréales, etc. Il représente 80% des volumes échangés dans le monde. Pour les hydrocarbures, les flux sont encore essentiellement axés est-ouest entre centres de production avec notamment le golfe Persique mais également le golfe du Mexique pour les États-Unis et les pays consommateurs, Asie et Europe. Pour les minerais, les routes sont plus orientées sud-nord, des pays producteurs de matières premières, Australie, Amérique latine vers les pays industrialisés, l'Asie essentiellement. Ce type de transport par tanker, pétrolier ou gazier, ou vraquier, dit au voyage ou au spot, est un trafic plus à la demande en fonction des besoins en ressources énergétiques des pays consommateurs. Il n'est pas rare de voir un cargo changer d'itinéraire en cours de voyage, car la propriété de la cargaison et donc le port de destination a changé. Pour des raisons de coût d'exploitation, c'est-à-dire les frais d'utilisation du navire, affrètement du navire, son fonctionnement, coût de son équipage, assurance, les frais de soute, coût du carburant, la rentabilité du voyage repose essentiellement sur sa durée. C'est la raison pour laquelle un armateur va chercher à raccourcir les temps de voyage en empruntant les canaux qui ont été creusés à cet effet. Les routes commerciales vont favoriser le canal de Panama pour des voyages entre l'Asie et la côte est des États-Unis par exemple, et le canal de Suez pour les routes entre l'Asie et l'Europe, figure 2. Pour les plus gros vraquiers dits capsize, leur tirant d'eau important supérieur à 20 mètres pour les plus chargés, les empêche d'emprunter les canaux, les contraignant à transiter par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. C'est ainsi que 8% du commerce maritime international passe par le canal de Suez et 5% par celui de Panama. Reliant la Méditerranée à la mer Rouge, le canal de Suez est le plus long canal artificiel sans écluse au monde, 190 km. Il joue un rôle crucial pour l'acheminement des marchandises en provenance de l'Asie orientale à destination de l'Europe, mais aussi pour le transport des hydrocarbures. 9% du pétrole et du gaz naturel liquéfié acheminés par voie maritime transitent par Suez. 18 880 navires pour un volume de 1,2 milliard de tonnes transitent en moyenne par an. Par rapport au contournement du continent africain par le cap de Bonne-Espérance, le passage par Suez permet de gagner près de 10 jours entre le golfe Persique et les ports nord-européens par exemple. Les frais de passage par Suez pour un navire sont ajustés pour être légèrement plus faibles que le coût d'exploitation réalisé par le cap. Un armateur doit débourser environ $600 000 par passage, pour un porte-conteneur de 18 000 EVP. L'accroissement du trafic dans le canal a conduit régulièrement à son élargissement. En 2015, après 10 années de travaux d'agrandissement avec le creusement d'une nouvelle voie de 35 km de long permettant la circulation à double sens sur certaines portions, le volume de navires en transit a été significativement augmenté. Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de navires transitent chaque jour par le canal, contre une quarantaine auparavant en 14 heures. À la suite de l'échouement du porte-conteneur Ever Given en mars 2021 qui a bloqué tout le trafic pendant 6 jours, l'administration du canal de Suez a entamé de nouveau des travaux d'agrandissement. Le canal de Panama, 77 km de long, traverse l'isthme de Panama en Amérique centrale pour relier l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, permettant d'éviter le contournement par le sud du continent américain par le détroit de Magellan ou le Cap Horn. L'accroissement de la taille des porte-conteneurs a notamment conduit les autorités du canal de Panama à engager des travaux d'agrandissement en 2007. Pour un coût de 9 milliards de dollars, un second canal doté d'un nouveau système d'écluses a été ouvert en 2016. Le volume annuel de marchandises transitant par le canal est passé à 1,2 milliard de tonnes, ce qui représente en moyenne environ 19 000 navires par an, soit une cinquantaine de navires par jour. Les autres voies stratégiques sont les détroits naturels par lesquels les flux du trafic maritime mondial se concentrent. Le détroit de Malacca est le passage le plus fréquenté au monde, juste après celui du Pas-de-Calais entre la France et l'Angleterre. Malacca est d'une importance stratégique considérable,
85 000 navires y transitent chaque année, soit de 15 à 20% du commerce mondial et environ 30% des chargements mondiaux de pétrole brut. La faible largeur du détroit, moins de 3 km par endroit, en fait un passage géostratégiquement particulièrement vulnérable. Figure 2. Canaux et détroits avec leurs tirants d'eau, volume du trafic en transit, en nombre de navires et en millions de tonnes, MT par an, copyright Hervé Baudu 2022. Les canaux et détroits représentent des espaces restreints et contraints à travers lesquels se concentre le trafic international. Ils demeurent des points sensibles et vulnérables lorsqu'ils sont situés dans des zones d'instabilité géopolitique. C'est notamment vrai dans le détroit de Bab el-Mandeb entre le Yémen et Djibouti, qui représente un passage obligé large de 25 km entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, pour gagner le canal de Suez depuis l'océan Indien. Le détroit d'Ormuz au sortir du golfe Persique est un passage stratégique extrêmement sensible et potentiellement vulnérable par lequel passe 40% de la production mondiale de brut et 25% du GNL. Le canal de Suez demeure lui aussi un passage critique comme ce fut le cas lorsqu'il a été fermé à 2 reprises, une première fois en 1956 au moment de sa nationalisation et une seconde fois de 1967 à 1975 à la suite de la guerre des 6 jours entre l'Israël et l'Égypte. Le trafic maritime mondial s'est adapté en passant par le cap de Bonne-Espérance. La fluidité et la sécurité du trafic maritime à travers ces canaux et détroits sont une préoccupation constante pour les États qui veulent s'assurer de la liberté de navigation de leur flotte. Si la réglementation d'un canal est soumise à l'autorité de l'État qu'il traverse, les plus grands détroits internationaux jouissent d'une liberté de passage en transit sans entrave, conformément à l'article 38 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Or, un blocage ou un ralentissement de ces voies de navigation serait considéré comme ayant un impact direct sur l'économie de leur pays. C'est notamment le cas pour la Chine pour qui la route maritime vers l'Europe par le détroit de Malacca, la mer Rouge et le canal de Suez est une artère essentielle pour son économie. De même pour les hydrocarbures qui transitent en provenance du golfe Persique. C'est notamment cette crainte de retrouver son économie sclérosée ou ralentie à cause d'un détroit ou d'un canal bloqué qui pousse la Chine à diversifier ses artères de trafic commercial par des voies terrestres et maritimes alternatives. Le projet BRI. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.